Il y a deux mondes dans l'agriculture, il y a l'agro-industrie et puis il y a la paysannerie. Ça, c'est vraiment un message que j'aimerais voir beaucoup plus diffusé. C'est que l'agriculture, c'est pas forcément dur. On galère pas forcément financièrement non plus. Il faut juste faire les bons choix et avoir les bonnes réflexions et du courage, oui, mais on peut vivre simplement, oser se lancer et puis que tout aille bien en fait. Parlons plus bas. Podcast réalisé et présenté par Anthony Chenu. Dans ce 7e épisode, je vous emmène au cœur du bocage normand à la rencontre de Marie-Astrid Laurent. Paysanne depuis 2 ans, elle a fait de sa ferme un lieu de vie paisible et un espace de partage pour tous les habitants de son village. Elle nous raconte son parcours et elle nous laisse entrevoir son quotidien tourné vers les valeurs de la paysannerie. Il est 10h30. Alors on est chez moi, on est dans la cour de la ferme. Y a le voisin qui fait de la tronçonneuse, on entend les oiseaux. J'ai vu des petits lapins tout à l'heure. Voilà, il y a ma maison derrière moi, il y a la boulangerie à ma droite. Tout est attenant, des vieilles pierres des années 1900. Il y a plein d'arbres, il fait beau. Donc avec toi, on va parler d'agriculture puisque tu as ouvert ta ferme en 2022. Est-ce que tu peux nous raconter un peu dans quel milieu tu as grandi et où tu as grandi aussi ? Alors, je suis née à Avranches. J'ai grandi dans une famille J'ai grandi dans le bourg, j'ai grandi à la ville. Pas du tout été éduquée vraiment à la campagne, à part peut-être avec mon grand-père. Je faisais plein de choses dans la campagne et dans la nature avec mon grand-père. Je pense que c'est lui qui m'a donné beaucoup le goût de tout ça à la base. Mais sinon, oui, je suis avranchinaise. Je viens d'une famille, je sais pas comment la décrire en fait, citadine. Est-ce que quand tu étais enfant, tu avais déjà un métier, un mode de vie qui t'attirait particulièrement ? Alors, c'est marrant parce que à mes 3 ans, enfin je crois, moi dans ma tête je me dis que c'est mes 3 ans, mais avec ma maman, quand on montait sur la colline d'Avranches, on passait par la route du 40 sous, et sur la droite il y avait une maison. Je phasais sur cette maison et j'estimais que c'était une ferme, alors que probablement pas du tout. Mais je disais toujours à maman, en passant devant cette maison, cette ferme, plus tard je serai fermière et j'habiterai là, comme ça je serai tout près de toi. Et voilà, je voulais déjà être fermière. Bon, après en grandissant, j'ai oublié ça et je voulais plus être fermière, enfin j'y pensais plus, et puis ça m'est revenu plus tard. Il y a aussi une autre dimension de ton parcours qui est intéressante, c'est le sport aussi. Quand tu étais plus jeune, tu t'es illustré dans une discipline qui s'appelle tu étais poloïste en fait, c'est ça ? Tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui, alors le kayak polo, c'est une discipline peu connue du monde du kayak. C'est un sport collectif. On est 2 équipes et on joue sur un terrain et on fait un match de kayak polo avec un ballon. Donc en fait c'est comme du water polo mais en kayak. Il y a des buts et voilà, il faut gagner le match. C'est très intense, c'est très impressionnant, c'est un beau sport parce qu'il y a beaucoup de contacts. On a des casques avec des grilles, on a des tout petits kayaks, on se monte dessus, on se pousse à l'eau. C'est un très beau sport dans lequel j'ai passé les 3/4 de ma vie maintenant. En 2018, tu avais justement avec ton club participé à un championnat du monde de kayak au Canada, c'est ça ? Alors avec l'équipe de France, ouais. Pas avec mon club. J'ai été sélectionnée en équipe de France et oui, les championnats du monde au Canada, c'était une belle expérience. Est-ce qu'on peut revenir aussi sur ton parcours d'étudiante après le bac ? Qu'est-ce que tu as étudié ou comment tu t'es orientée ? Après le bac, déjà au bac, je me suis prise de passion pour la philosophie, discipline qu'on devrait avoir bien avant la terminale. Donc j'ai fait des études de philosophie. Je suis partie à Rennes, j'ai commencé une licence. Et puis j'ai eu la chance de terminer ma licence au Canada, justement, au Québec. Puis je suis rentrée en France et j'ai eu envie de continuer. J'ai fait le master et je suis partie à Caen parce que j'avais envie de changer de perspective, d'approche d'approche philosophique, parce qu'en fait chaque fac a un peu son approche. À Rennes c'était très scientifique et moi je suis pas du tout scientifique, donc du coup je suis allée à Caen pour faire un peu plus de phénoménologie et c'était passionnant.
Et qu'est-ce que tu as gardé de ta formation ? Tu parlais de la phénoménologie, mais est-ce qu'il y a des auteurs, est-ce qu'il y a des penseurs qui t'accompagnent encore aujourd'hui ? Oui, alors moi je suis très nietzschéenne. J'ai fait mes mémoires sur Nietzsche et sa vision de la nature, de l'art, tout ça me transporte tous les jours. Ouais. Même si malheureusement j'ai beaucoup oublié de mes études, c'est très frustrant, mais oui, je sens que la philo elle est toujours là avec moi. Et à quel moment l'idée de te former au métier de bergère, c'est arrivé ? Est-ce que c'était une rupture avec ta formation ou est-ce que c'est venu progressivement ? Est-ce que la philosophie justement t'a amené à ça ? Alors c'est le hasard de la vie qui a fait que je suis devenue bergère. À la fin de ma licence, il fallait choisir entre le master recherche ou le master enseignement. J'ai choisi la recherche parce qu'en fait, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Enfin, j'imaginais être prof un jour dans ma vie, mais j'avais pas envie de faire le master enseignement. J'avais vraiment envie de faire de la recherche philosophique encore pendant 2 ans plutôt que d'apprendre à enseigner et surtout d'apprendre à passer un concours. Mais j'avais dans l'optique de passer le concours à la fin. En fait, au fil de mon master, j'ai compris que j'allais pas devenir prof. Et là, je sais pas trop comment, peut-être avec les rencontres que j'ai fait, l'environnement dans lequel j'évoluais, la nature et la paysannerie me sont revenus en tête tout doucement. Et puis, j'ai commencé à faire du woofing. Donc le woofing, c'est une association nationale et internationale d'ailleurs, qui met en lien des gens, des paysans et des gens qui ont envie d'aider les paysans et de découvrir la paysannerie. Donc logés et nourris, les gens viennent dans les fermes et puis apprennent. Et puis le paysan, ça lui permet de faire de belles rencontres et puis de partager sa vie. Et donc j'ai commencé par faire ça et ça a été un déclic monumental dès mon premier woofing. Je suis partie dans les Alpes avec Céline qui faisait des plantes aromatiques et médicinales dans la montagne. Et donc voilà, j'ai quand même voulu terminer mes études parce que j'aime pas abandonner quelque chose avant de l'avoir terminé. Donc voilà, c'était sûr que je voulais terminer. Mais je savais que j'avais envie de m'installer un jour dans une ferme et de devenir paysanne. Donc après mon master, j'ai continué les woofings et j'ai cherché à devenir ouvrière agricole dans différents domaines parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc j'ai fait du maraîchage, j'ai fait des petits fruits. Je pensais vouloir être dans le végétal à la base. Et puis de fil en aiguille, au marché d'Avranches, par un grand hasard, Aymeric de la ferme du Petit Changeon m'a vu en tenue de travail et puis il m'a dit tu travailles là-dedans ? Et j'ai dit oui. Et il m'a dit tu voudrais travailler chez moi ? Et donc j'ai dit oui. Et puis là ça a été au Petit Changeon, ça a été le déclic pour les animaux, le fromage et puis la paysannerie, vraiment, les petites fermes. Et voilà, et donc j'ai travaillé avec Aymeric là-bas pendant un petit bout de temps et ça a vraiment été la révélation pour moi. Ça m'a beaucoup inspirée sur ce que je voulais faire, devenir et ce que je voulais que devienne ma ferme un jour. Et puis les choses ont fait la ferme a été vendue et je n'ai plus travaillé là-bas. Du coup, j'ai cherché un endroit similaire, j'ai cherché à me former. Enfin, j'étais un peu perdue, mais en tout cas, je savais où je voulais aller. Et j'ai vu qu'il y avait une formation pour devenir bergère et apprendre vraiment scientifiquement comment faire du fromage et s'occuper des animaux au Pays Basque. Ça a commencé une semaine après. Hop, je suis partie avec ma caravane au Pays Basque et pendant 6 mois, j'ai appris à faire du fromage et à être bergère dans un super cadre avec des gens formidables. C'était une toute petite formation vraiment de campagne. On était, je sais plus, peut-être 8. On se baladait dans tout le Pays Basque, français comme espagnol, pour découvrir des fermes, des paysans, des systèmes. Et puis, de temps en temps, on avait des cours théoriques sur l'anatomie de l'animal. Enfin, voilà. Et puis, beaucoup de stages pour pratiquer. Enfin, c'était vraiment une formation très bien menée et qui m'a beaucoup appris. Et à la suite de ça, j'ai été salariée pour être bergère sur la frontière avec l'Espagne. Donc ça a été une expérience formidable, très solitaire, mais moi ça me dérange pas du tout. J'imagine qu'il y a une différence entre être bergère dans les Alpes et bergère des plaines. Alors oui, il y a bergère des Alpes, donc c'est des grandes montagnes ardues, avec des grands troupeaux, parce que évidemment il y a du fromage dans les Alpes, mais il y a quand même une majorité de troupeaux pour faire de la viande, et donc c'est des troupeaux beaucoup plus grands. Donc j'ai un petit peu vu ça, j'ai pas été bergère dans les Alpes, mais j'ai été voir des bergers dans les Alpes. C'est une autre... il y a un troupeau de chiens, il y a 8 chiens, puis il y a
beaucoup plus le loup aussi. Enfin voilà, c'est une autre approche. Dans les Pyrénées, enfin, au Pays Basque surtout, les montagnes sont quand même plus basses. Les troupeaux sont plus petits pour pouvoir... il faut les traire tous les matins à l'aube, donc forcément, il ne faut pas 2000 brebis à la main. Donc en général, il y a 1 ou 2 chiens, mais il y a la menace un petit peu de l'ours, mais c'est autre chose. Et puis bergère de plaine, c'est les prés salés, c'est la plaine, donc il n'y a pas de relief, on voit le troupeau à l'horizon, alors que dans la montagne on peut vite le perdre au creux entre deux collines, entre 2 montagnes, et il faut apprendre son périmètre par cœur et savoir dans quel creux elles peuvent aller se loger. Enfin c'est magnifique quoi comme expérience. C'est vraiment en étant berger tout seul, à galérer, à avoir à perdre le troupeau, à être en panique tout seul le matin à l'aube, le chien qui fait pas exactement ce qu'on veut ou qui essaye mais qui en fait va couper le troupeau en 2, et puis en fait il y a 10 brebis qui partent dans l'autre sens et il y a tout l'autre troupeau c'est en galérant qu'on apprend à trouver des petites astuces, et c'est génial. C'est vraiment génial. Donc c'est à 27 ans que tu vas faire le choix de t'associer pour lancer ta ferme et devenir donc bergère des plaines, ici, en Normandie. Comment le projet est né et pourquoi ? À la suite de mon expérience au Pays Basque, je sais pas pourquoi, je saurais pas dire pourquoi, mais d'un coup j'ai eu envie de revenir dans ma région natale. J'avais besoin de retrouver des repères, et donc je suis remontée. J'ai commencé un BPREA, brevet de responsable d'exploitation agricole. Ça permet ensuite de s'installer, d'avoir des aides à l'installation. Enfin voilà, ça met un pied dans l'installation agricole. Et en remontant, j'ai retrouvé une amie que j'avais quand j'étais à Caen, et qui elle aussi était devenue bergère pour le coup dans les Alpes. On avait plein de choses en commun. Et l'envie commune un jour d'avoir une ferme. Et puis un matin elle m'a dit si on faisait notre ferme ensemble. Et donc on s'est lancé là-dedans. J'avais toujours entendu que c'était très compliqué de s'installer, de trouver une ferme, l'accès au foncier. Donc je m'étais préparée à ça. Et puis en fait, quasiment le lendemain ou le surlendemain où on a commencé la recherche, on avait déjà trouvé une ferme. C'était une ferme à vendre, c'est ça ? En allant voir un copain, on a entendu que son voisin voulait partir de sa ferme pour vivre d'autres aventures. Donc on a été la visiter, ça a été le coup de cœur. Voilà, c'était parti pour acheter cette ferme-là. Et puis finalement, quelques temps après, il a changé de projet et il ne vendait plus sa ferme. Mais il nous a donné le numéro de son voisin d'en bas, dont la propriétaire venait effectivement de décéder. Et les enfants voulaient vendre la ferme puisqu'ils n'avaient pas le temps de s'en occuper. Donc ça a été le deuxième coup de cœur, et voilà. Et tu t'es installé dans un territoire qui reste encore assez marqué par son aspect rural, ici dans le sud de la Manche. Est-ce que tu avais des liens avec d'autres agriculteurs, ou comment t'as appréhendé justement cette zone très ancrée dans la ruralité ? J'avais pas beaucoup de liens, pas beaucoup de réseaux, un petit peu avec le petit changeon. Déjà j'ai débarqué dans la campagne de Saint-James, ce qui n'est vraiment pas loin d'Avranches, mais en fait j'allais jamais dans ce coin-là de toute mon enfance ou adolescence, donc je connaissais personne. Petit à petit, le réseau se fait. On a une problématique, on a une petite galère, on a de bouche à oreille. Ça se fait. Et puis, le fait d'avoir ouvert la boulangerie aussi, d'avoir des clients réguliers 2 fois par semaine avec qui on discute, parce que c'est aussi c'est une boulangerie où on parle et où il y a plein de petits vieux du quartier et qui se connaissent, qui sont allés à l'école ensemble et qui connaissent un tel, un, et voilà. Et petit à petit, le réseau se fait. Et puis, quand il y a besoin d'une remorque ou quand il y a besoin de faucher le pré ou autre, maintenant je sais à qui demander. Donc en plus d'une ferme, c'est devenu aussi un commerce de proximité avec ses horaires et sa vie, son rythme, qui réanime un peu la zone en fait aussi. Oui, alors ça c'est trop beau et ça me fait vraiment... Enfin, c'était le but aussi. Quand j'ai acheté la ferme, il n'y avait pas de four à pain, il n'y avait pas de fromagerie, il fallait tout créer de A à Z, et c'était mon rêve, c'était vraiment ce que je voulais faire. Je voulais pas reprendre une ferme déjà existante, je voulais la réaliser à mon image de A à Z. Quand j'ai acheté la ferme, je me suis projetée dans les différents bâtiments, j'ai essayé d'imaginer comment la modeler.
Et puis ça a été assez limpide que la boulangerie serait dans l'ancienne écurie qui donne sur la route, parce qu'en fait la ferme est bien placée pour un commerce, elle est au bord de la route et en même temps on l'oublie assez facilement, donc c'est assez idéal je trouve. Et donc la première année il fallait faire les travaux pour créer le fournil, donc je voyais pas grand monde, enfin la ferme n'était pas vraiment vivante à part à travers moi et les gens qui m'aidaient. Et quand tout était prêt j'ai pu ouvrir la boulangerie et là tous les gens du quartier qui se demandaient ce qui se passait depuis un an sur cette ferme ont compris. C'est marrant parce que l'une des premières clientes le jour de l'ouverture, parce que la devanture de la boulangerie c'est un mur en terre-paille avec un enduit à la chaux et on a mis des briques de verre, enfin des bouteilles de couleur, c'est un peu atypique pour le coin. Et il y a une dame qui est rentrée et qui a dit « Ah, c'est du pain, mais je croyais que ça allait être une discothèque !» Elle est voisine et elle se demandait vraiment pendant un an mais qu'est-ce qu'ils font là-bas, il y a l'air d'avoir des trucs, ils se trament quelque chose. Depuis que la boulangerie a ouvert, je rencontre tous les gens du quartier, enfin le quartier c'est assez large quoi mais... Pour ouvrir cette ferme, tu t'es inscrit dans un projet de GFA, un groupement foncier agricole. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un GFA et ce que ça permet de faire aujourd'hui ? On s'est lancé avec Mathilde, avec cette amie avec qui je devais m'associer à créer le GFA toute seule. Donc on a fait appel à un avocat, on s'est beaucoup renseigné pour comprendre ce que c'était vraiment et puis ensuite tout l'aspect juridique, administratif. Un GFA, c'est quand des gens se réunissent, que ce soit une famille ou des inconnus ou enfin peu importe, mais en tout cas des gens se réunissent pour acheter en commun une terre agricole. Déjà parce que l'accès au foncier aujourd'hui est extrêmement compliqué. Enfin le prix de l'hectare et surtout dans le Sud-Manche est devenu inabordable quand on sait aussi qu'il y a les bâtiments à acheter, les travaux, l'investissement. Nous, on prévoyait d'acheter un troupeau, de créer une fromagerie. Enfin voilà, c'est des investissements colossaux. Et être locataire des terres nous paraissait être une solution qui pouvait nous aider ensuite à réussir notre projet. On a fait plein de pubs pour parler du GFA, parler de nous, parler de notre projet. Et on a fait un appel solidaire pour acheter des parts sociales et réussir à atteindre l'objectif du prix des terres avec plein de gens. Donc là aujourd'hui on est je crois plus de 250 membres dans le GFA et on a pu acheter d'abord 5 hectares 5 sur lesquels là je produis mon blé. Et puis on a eu un deuxième projet, une chance formidable, il y a 2 hectares 5 qui se sont libérés aussi juste à côté. Et donc j'ai fait un deuxième appel et on est en train de relever ce deuxième défi et de pouvoir acheter les autres terres. Je suis la paysanne locatrice. Je suis membre du GFA bien sûr, mais au même titre que n'importe qui d'autre. C'est moi qui occupe les terres et qui s'en occupe aussi. Même si j'avais pu acheter, je préfère que ça se passe comme ça. Je préfère que le GFA soit à 200 de personnes plutôt qu'à une seule paysanne ou un seul paysan. Parce que même si pour X raisons un jour j'ai envie d'arrêter, je sais que ces terres-là, elles seront cédées à quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, parce que c'est les valeurs qu'on porte avec les gens du GFA. Donc les valeurs de la paysannerie, de l'agriculture biologique. Pendant au moins 99 ans, ces terres-là sont protégées d'être vendues ou récupérées par des producteurs et des exploitants qui n'ont pas les mêmes valeurs que le GFA. Et ça fait vachement de bien de se dire qu'elles sortent de ce système-là, que maintenant elles sont protégées. Qu'on plante des arbres et que mes champs sont, comme la plupart diraient, sont sales, parce qu'il y a... il y a plein d'adventices, il y a plein de trucs qui poussent dans tous les sens. C'est pas chaque épi de blé n'est pas tous de la même taille. Il y a plein de trucs qui poussent au milieu, mais au moins il y a des abeilles, il y a des oiseaux, il y a toute une vie et ça me plaît que ce soit comme ça, que ça reste comme ça et que même si j'arrête, ça continuera d'être comme ça et ça c'est très rassurant. Est-ce que tu connais un peu le profil de tes donateurs ? Est-ce que tu sais si c'est plutôt des personnes qui habitent en ville et qui donnent depuis loin ? Est-ce que c'est des personnes locales plutôt ? Le profil un peu de ces membres du GFA ? Il y a de tout. Ils viennent de partout. Il y a des locaux, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des citadins, il y a des ruraux, il y a des paysans, il y a vraiment tous les profils. Énormément de gens que j'ai jamais rencontrés et que probablement je rencontrerai jamais non plus, qui juste ont vu passer ça dans le journal, ont été sensibles, ou à la radio, ou sur Internet, et pouf, ils voulaient juste... participer. Pour eux, c'est comme un don, alors que en fait, finalement, c'est pas un don, c'est des parts sociales. Donc, ça reste l'argent des gens. Ils peuvent le récupérer s'ils veulent. Et donc, c'est une autre démarche que les crowdfunding.
Donc c'est aussi, ça leur permet aussi de s'impliquer, enfin de prendre part à quelque chose. Il y a l'Assemblée Générale au début d'année où on n'est pas 250 clairement, mais voilà, les gens qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie de voir ce que devient mon projet, mais aussi ce que deviennent les terres. On va commencer par la boulangerie. Et pour arriver à la boulangerie, on passe devant mon super nouvel abri. Avant, il y avait une vieille charpente avec des tôles rouillées. Et puis, il y avait des cuves à fioul en dessous et un bordel. Enfin, c'était très sombre et moche. Et on a tout cassé. Et on a refait la charpente et on a mis des plaques transparentes. Et puis, il y a une vigne qui court. Il y a un canapé. Mon petit abri d'extérieur qui fait du bien. Donc là, on entre dans la boulangerie, enfin la boulangerie boutique, parce que c'est les deux en même temps. Donc c'était, comme je disais, c'était l'ancienne écurie. Là, au bout, c'était la porte de garage, parce que pendant un temps, il y avait la voiture qui était là. Donc on a enlevé la porte de garage et on a fait un mur en terre-paille avec des bouteilles de couleur. Le matin, le soleil se lève pile en face, donc il y a toutes les bouteilles qui s'illuminent, hyper jolies. Et c'est l'heure où je travaille et... Du coup, c'est très très agréable. Quand on entre, on sent qu'on est dans une boulangerie. Ça sent le pain, ça sent le blé aussi. Oui, moi je sens plus. Alors déjà, j'ai un odorat un peu pourri, mais en plus, je suis tout le temps baignée dedans. Donc, mais tout le monde me dit ça, oui, tous les clients qui rentrent. Et donc dans cet espace boulangerie, tu as donc le four qui est ici, c'est ça ? Oui. Cette grosse bête là, c'est le four à bois avec deux étages qui tournent. Puis ça, ce gros machin, c'est une hotte parce qu'en fait, l'espace est assez fermé finalement par rapport à d'autres fournils. Et le four dégage énormément de vapeur puisque le pain se cuit, donc sèche. Voilà, c'est pour protéger le plafond. Et au sol, des carreaux de ciment dessinés ? Comme globalement pour la ferme, c'était vraiment important pour moi de travailler dans un lieu que je trouve beau et qui a mon image et qui est à la fois fonctionnel, mais vraiment que j'aime profondément, quoi. C'était important pour moi. Et c'est le luxe de s'installer à son compte, c'est de pouvoir faire exactement ce qu'on veut et d'évoluer et de travailler dans l'espace qu'on veut. Et c'est hyper créatif, c'est génial. Donc là, on se trouve à l'arrière de ce qui constitue le corps de ferme un peu. Oui. Et là, c'est écrit en grand « potager ». J'adore faire des panneaux comme ça où je creuse dans le bois. Le potager est hyper en friche, mais il est vachement beau aussi comme ça. C'est des capucines qu'on voit Oui, il y en a partout, ça pullule. J'ai pas beaucoup de temps, et puis bon, là, cette année, le temps n'est pas du tout propice à faire pousser des légumes. Mais voilà, j'aime bien que le potager soit au cœur de la ferme. Et donc, si on continue, juste derrière la boulangerie, il y a l'abri à bois pour le four qu'on a fabriqué avec toute la charpente est faite avec des vieux troncs qu'on a récupérés dans le bois puisqu'on est à côté du bois roulant, donc ça permet de stocker toutes les chutes de scierie et tout le bois que je fais sur la ferme et tout ce qui fait chauffer le four. Je récupère aussi des fagots de toutes les chutes de scierie, tout ce que les scieries ne peuvent pas vendre, toutes leurs coupes, leurs petits déchets, quoi. C'est hyper pratique. C'est un vieux verger avec des vieux arbres, donc il y a plein de fruits différents. Il y a des pommes, des poires, des cerises, des prunes, des pêches. J'essaye de les entretenir, j'apprends à les entretenir, justement grâce aux clients qui s'y connaissent et qui sont venus m'aider pour m'apprendre à les tailler. Et avec les pommes, je fais du jus de pomme et du cidre grâce à mes voisins qui d'ailleurs sont les anciens propriétaires de la ferme, donc on a tissé une belle relation. Et ils ont une vieille petite presse en bois autour de laquelle on tourne pour presser le jus de pomme. Voilà, on fait le jus de pomme et le cidre ensemble et c'est eux qui m'ont appris à faire et c'est super chouette. Et toutes les terres qui nous entourent là, c'est les terres du GFA. On n'en voit qu'une partie parce qu'il y en a encore plein par là-bas. Là, c'est juste du foin et à côté, là, c'est le blé. Qui est assez haut. Oui, parce que c'est du blé paysan, c'est de la semence ancienne, donc il y a un mélange de plein de blés différents et puis pas trafiqués pour être tous de la même taille avec le même nombre de grains et de ne pas se coucher avec le vent et de ne pas voilà. Donc c'est très sauvage, c'est plus joli et puis ça fait du meilleur pain parce que il y a plein de qualités
différentes puisque c'est un mélange très varié. Est-ce que tu as déjà quelques êtres vivants qui t'accompagnent ici ? Actuellement, j'ai 3 petits copains, 2 chèvres et une brebis. Il y avait une autre brebis avant, mais elle nous a quittés. Et là, on est devant le hangar. Il y a Garou le tracteur. Garou parce qu'il a une grosse voix. Il y a la cellule de stockage du blé aussi. Il y a une mezzanine avec plein de fourbilles pour bricoler. Plein de récup de bois, la remorque. Tout ce qu'il faut dès que j'ai envie de faire un truc ou de réparer un truc. Et donc tout ça, c'est toi qui l'as aménagé à l'intérieur ? Enfin, on va plutôt dire que je l'ai rempli. Enfin, je l'ai vidé et puis ensuite je l'ai rempli. Mais sinon, c'était à peu près comme ça quand je suis arrivée. Là, c'est la bergerie, c'est la maison des petits copains. On les voit arriver. Tu restes là. Là, c'est Colette. La chèvre qui accompagne le bouc. Colette, Piou Piou et Pelote. Pelote, c'est la petite brebis. Oui, brebis ouessant, qui est très peureuse, mais qui est vraiment très très mignonne. Donc là, on voit le 2e champ de blé. Il y a ma caravane et puis il y a la roulotte que j'ai fabriquée pendant le confinement. C'était mon projet confinement. Je savais qu'elle allait finir un jour sur ma future ferme, même si je savais pas encore vraiment que j'allais avoir une ferme. Et ça me permet d'accueillir les woofers et puis les copains. Donc tu vis parmi les animaux en fait ? Oui, le soir, je les entends faire la fête. Le matin, je les entends qui se réveillent, qui mangent. Et puis un jour, je ferai des travaux dans ma maison et puis j'habiterai dans une maison. Tu as commencé à en parler un petit peu. Qu'est-ce que tu cultives ici ? Par quoi tu as commencé ? La première culture, ça a été du sarrasin. J'ai mis du sarrasin partout. Je suis en conversion biologique. Les terres avant étaient louées par un agriculteur, un vacher, en conventionnel, qui produisait des céréales pour ses vaches. Il y avait aussi des prairies qui n'avaient jamais été cultivées, qui étaient là depuis toujours. Donc quand je suis arrivée, on m'a conseillé de semer du sarrasin partout parce que le sarrasin a une racine pivotante qui allait permettre d'ameublir la terre naturellement et puis c'est un bon apport en azote, enfin voilà, c'est plein de bonnes choses. Donc c'était superbe, c'est vachement beau un champ de sarrasin, c'est rouge, enfin, ça va être la tige rouge et la fleur blanche. Alors il y avait plein de gens très contents qui n'ont pas l'habitude de voir du sarrasin et vous avez planté du sarrasin, c'est super. Et puis il y avait d'autres gens qui pensaient que le sarrasin, quand on plante du sarrasin, ça veut dire qu'on a une terre pauvre, alors que pas du tout. Le sarrasin, ça se plaît aussi bien sur les belles terres que sur les terres qui ont un peu plus de mal à vivre. Donc voilà, j'ai commencé par ça et puis j'avais pas d'endroit pour stocker le grain, donc j'ai dû vendre la récolte à une coopérative. Et puis j'ai pu ensuite semer mon premier blé puisque je savais que les travaux allaient prendre fin et que j'allais pouvoir ouvrir la boulangerie. J'ai semé mon premier blé sur 2 tiers des terres. Et sur le reste, j'ai fait un mélange pois-avoine parce que il faut pouvoir faire des rotations sur l'entièreté des parcelles qu'on a pour que chaque année on puisse semer le blé à des endroits différents pour éviter d'appauvrir la terre. Et cette année, j'ai semé aussi de la févrole. Et donc c'est en août 2022 que tu as obtenu la certification agriculture biologique Europe ? Je l'ai pas encore, je suis encore en conversion. Il faut 3 ans. Dès le début de la démarche, alors 3 ans après, on peut avoir le label bio. Donc je l'aurai le 19 juillet 2025 sur la première partie des terres, mais puisqu'on rachète d'autres terres, je vais recommencer un processus de conversion. Donc voilà, la ferme en entier sera en bio on est en 2024, peut-être bien en 2028. Tu proposes maintenant toi aussi des missions de woofer, tu en as parlé tout à l'heure. Tu es devenue à ton tour formatrice ou accueillante en tout cas pour des jeunes ou des moins jeunes qui voudraient se lancer dans l'aventure. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe ? Oui, c'est super d'avoir vécu des woofings hyper inspirants et maintenant de pouvoir accueillir les gens et de voir les choses dans le sens inverse, c'est vraiment très émouvant. Surtout la première année où il fallait faire plein de travaux et puis vraiment bien s'installer sur la ferme, créer l'espace de stockage pour le blé, créer le fournil. J'accueillais pas mal de woofers, donc il y a eu aussi des étrangers, des Américains en voyage, des Allemands. Ils apprenaient à bricoler
pour ceux qui n'avaient jamais bricolé. Ce que j'aime, c'est que ils voyaient que c'était possible de se lancer sur une toute petite ferme. Même si on voit l'agriculture comme un monde difficile financièrement, comme physiquement, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas plus de vecteurs d'information, qu'il faille passer par vraiment l'expérience en immersion totale pour le comprendre. Mais il y a deux mondes dans l'agriculture, il y a l'agro-industrie et puis il y a la paysannerie. Et ça, c'est vraiment un message que j'aimerais voir beaucoup plus diffusé. C'est que l'agriculture, c'est pas forcément dur. On galère pas forcément financièrement non plus. Il faut juste faire les bons choix et avoir les bonnes réflexions et du courage, oui, mais faut y croire. Et en fait, le woofing permet en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines d'être inspiré et d'avoir de l'espoir dans le fait que oui, on peut vivre simplement, oser se lancer et puis que tout aille bien en fait. Je suis très contente d'être un endroit où les gens peuvent découvrir ou se confirmer ça. Il y a une dimension importante aussi dans ton projet, c'est la manière dont tu présentes ta ferme. C'est à la fois un lieu de vie, d'activité, d'agriculture évidemment principalement, mais tu organises aussi ponctuellement des événements. Oui, alors ça faisait partie vraiment de mon rêve dès le départ. Ça m'a jamais quitté d'avoir une ferme. J'ai pas envie de dire produire, mais si, avoir une ferme qui produit quelque chose. Donc je produis du blé, du pain, voilà. Pour moi, une ferme, c'est pas simplement ça, c'est pas juste un outil de travail, c'est vraiment un lieu qui inspire, qui réunit, qui fait du bien. Et donc je trouve que les événements dans les fermes, dans les fermes paysannes, c'est des moments qui font du bien aux gens. Pour l'instant, ça fait pas très longtemps que je suis installée, mais il y a déjà eu 2 événements. Une soirée soupe à l'automne avec des braseros et un spectacle. Et puis une soirée pizza au feu de bois, avec les tables dans le verger, et puis des guirlandes guinguettes et un concert aussi. Et je suis hyper fière de pouvoir créer ça et super contente de voir les petits vieux du quartier et les jeunes aussi, même s'il n'y en a pas énormément dans le coin, mais voir les clients de la boulangerie qui sont super contents d'avoir découvert le pain paysan, mais qui en plus sont contents de pouvoir se réunir. Il y a les gens seuls, les gens moins seuls, enfin voilà, c'est vivant et c'est beau quoi. Et c'est ça là aussi la paysannerie, c'est pas juste du travail, c'est aussi créer des espaces de rencontre et un lieu beau. Moi, c'est vraiment... j'ai toujours dit, je veux une ferme belle. Il y a tellement de fermes glauques. Ouais, vraiment glauques. Et non, pour moi, c'est un espace créatif, c'est un espace artistique. Passe par la maçonnerie, par le jardinage, par le potager, par les constructions, par l'aménagement de l'espace. Et c'est vraiment très important pour moi que les gens se sentent bien quand ils arrivent et que le pain soit créé dans un endroit qui fait du bien. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une jeune femme, un jeune homme qui souhaiterait ouvrir sa ferme ? Fais-toi confiance, ose. T'auras peur, mais n'aie pas peur parce que voilà, faut avoir confiance en la vie. C'est pas, faut juste un peu de courage, mais tant qu'on a l'envie, en fait, le courage il est là et ça vaut le coup et il en faut. Il faut que ça pousse. Les 2 prochaines questions, c'est des questions que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu dirais de toi que tu es une femme engagée ? Alors oui. Oui, déjà avec tout ce que je viens de dire, je suis profondément engagée dans la paysannerie. Je ne vais pas forcément être inscrite dans un milliard d'assauts et participer à des réunions et aller faire des manifs et compagnie. Je porte mes valeurs avec ce que je réalise, ce que je fais, ce que je dis quand on me pose la question ou quand j'ai envie de le dire. Oui, je suis vraiment attachée à mes valeurs et au mode de vie et au travail paysan. La dernière, c'est le mot de la fin. Tu peux utiliser les prochaines minutes pour parler directement aux auditeurs et auditrices du podcast. J'ai déjà dit qu'il fallait oser, qu'il fallait se faire confiance. Donc je peux le répéter parce que il faut l'entendre plusieurs fois pour parfois y croire. Mais à ceux qui écouteront ce podcast et qui ont des envies de reconversion ou qui se posent des questions pour leur avenir ou qui ont envie de découvrir le woofing ou osez et faites tout pour vous donner ce temps-là parce que c'est magnifique. Et puis aux gens qui sont bien dans leur vie et puis qui n'ont pas forcément envie de tout ça, on n'a pas tous forcément envie d'y consacrer notre vie, mais en fait on est quand même tous imbriqués dedans
par des tout petits choix au quotidien. Sans avoir besoin d'en faire des montagnes, on peut faire les bons choix en mangeant sainement, en choisissant ses produits de manière consciente et c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup pour les paysans et beaucoup pour la nature. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Parlons plus bas. Cette émission est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Réalisation Anthony Chenu. Voix off Justine Leroux. Pour échanger avec nous, rendez-vous sur le compte Instagram de l'émission.